On va donc corriger cet exercice 101, donc qui est un exercice vraiment de bilan un peu du chapitre, mais en tout cas sur le travail des forces. Alors voilà, ça c'est un exercice que vous pourriez faire en physique, hein, souvent les profs de physique vous font faire ce petit exercice avec le skieur, c'est du classique. Donc un skieur de masse m égale 80 kg est tracté à vitesse constante v sur une piste faisant un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Le skieur est soumis à 3 forces, son poids, la force F exercée par la perche et la réaction R du sol. Donc là, voilà les 3 forces qui sont soumises, auxquelles est soumis le skieur. Donc la réaction grand R, là, la réaction du sol, c'est pour ça qu'il ne s'enfonce pas dans le sol, là, elle est de direction perpendiculaire au sol. Et donc, on vous dit que le skieur parcourt une distance de 250 mètres. Voilà. Donc c'est un peu comme le problème de la voiture qu'on avait fait, là, qui était tiré par la dépanneuse, mais là on s'intéresse vraiment à toutes les forces. Toutes les forces qui sont auxquelles le skieur est soumis. Alors, première question, quel est le travail de la force R? Donc, cette force-là, justifiée. On vous dit que cette force, elle a une direction perpendiculaire au sol. Et donc, puisqu'elle a une direction perpendiculaire au sol, elle a une direction qui est perpendiculaire au déplacement. Hein, le skieur, il se déplace évidemment selon la pente ici. Et donc, le travail ici qu'on peut noter comme ça, le travail de la force R, ben c'est obligatoirement 0. Pourquoi? Ben parce que cette force, ce vecteur force R, c'est orthogonal au déplacement. Alors le déplacement ici, on l'appelait le déplacement AB, hein, on peut très bien encore l'appeler le déplacement AB, même si ici on n'a pas, hein, c'est que donc AB, on va dire que c'est le vecteur de la translation, le vecteur du déplacement. Et vous voyez bien que le vecteur AB, il est comme ceci. Hein. Si je le traçais, mon vecteur AB, il est comme ça. Et il a pour norme 250. Hein. Ça, c'est votre vecteur déplacement. Et vous voyez bien que là, il y a deux vecteurs orthogonaux, et vous savez que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux, c'est toujours 0. Et donc, c'est pour ça que le travail de R, ça vaut 0. Petit 2. Calculer le travail du poids. Donc, arrondir à l'unité. Donc, le travail du poids, on sait que c'est le poids, le vecteur poids scalaire, le déplacement. C'est le produit scalaire entre la force et le déplacement. Mais cette fois, eh ben, on va ici utiliser les formules pour calculer le produit scalaire. Donc c'est la norme de P multipliée par la norme du vecteur AB multipliée par le cosinus de l'angle entre P et AB. On va utiliser évidemment la formule qui utilise la formule du produit scalaire qui utilise donc l'angle entre les deux vecteurs. Et donc ici, vous voyez bien que l'angle entre le vecteur P et le vecteur AB, en fait, c'est le vecteur AB, j'aurais pu le placer ici, là, au pied du skieur, et donc il est là, cet angle-là. Donc il va falloir qu'on puisse connaître cet angle-là. Mais regardez, si je trace ici une parallèle à la ligne du bas, ben vous avez bien ici, le poids est perpendiculaire à cette ligne rouge, et cet angle qui se trouve là, c'est évidemment le même que cet angle-là. Ils sont correspondants, ces deux angles. Autrement dit, là, on sait qu'on a 20 degrés, et là, on sait qu'on a 90 degrés. Donc, en tout, l'angle, en fait, c'était le même problème que pour notre voiture, puisqu'on avait aussi une pente de 20 degrés. Hein. En fait, l'angle entre les deux vecteurs, c'est 110 degrés. Mesure en degrés, 110. Alors ensuite, la norme du poids. Alors, il faut connaître la formule. Vous savez que le poids, P égale mg. Hein, vous savez que le poids, c'est m fois g. Et donc, la norme de P, c'est l'intensité du poids. C'est m fois g. On note comme ceci. Et donc, c'est la masse. Ici, ça va être la masse du skieur multipliée
par G, qui vaut à peu près 9,8. Donc c'est environ. La masse, donc c'est M, on va l'écrire M fois G. La norme de AB, c'est la distance parcourue, donc c'est 250. Et donc ça nous fait, ici, ça nous fait 80 fois 9,8 fois 250 fois le cosinus de 110 degrés. Donc, à la calculatrice, on va trouver alors le temps que ma calculatrice se lance, voilà. Donc, effectuons notre calcul, ça fait donc 80 multiplié par 9,8 multiplié par 250 multiplié par le cosinus de 110. Avec, attention, vérifier que la calculatrice est bien en degrés et pas en radians. Alors, ici, alors est-ce que je me suis trompé? Non, ici on trouve donc que le travail vaut moins 67 035. Il fallait arrondir. Regardons l'arrondi qui était demandé. Arrondir à l'unité, donc moins 67 035. Alors, quelle est l'unité? Ben, ce sont des newton-mètres. Moins 67 035. Donc, puisque le poids va être en newton, hein, avec la masse en kilos, et ici, la distance est en mètres. Donc, on a bien des newton-mètres. Est-ce que... Alors, je suis en train de regarder si c'était ce qu'il fallait trouver. Oui, c'était à peu près ça. 35, 36, peut-être que l'arrondi. Quel est l'arrondi? J'ai pas fait attention. Oui, attention, c'est avec... On arrondit à 36. Bien. Ensuite, question numéro 3. Exprimer le travail de F, exprimer en fonction de grand F, le travail de la force F. Alors grand F, quand on l'écrit sans la flèche, ça veut dire que c'est en gros la norme de grand F. En fait, on connaît pas ici, on vous a pas donné l'intensité de cette force, hein, et donc on ne peut que exprimer. Donc on nous dit, on voudrait calculer, donc exprimer le travail de la force, donc le travail de la force F en fonction de grand F. Donc on sait que le travail de la force, c'est le vecteur force scalaire, le vecteur déplacement, et donc c'est la norme de grand F fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Alors, la norme de grand F, on a dit qu'on l'a nommée grand F, tout seul, c'est l'intensité de la force en newton. AB, c'est 250. Et puis ensuite, on va devoir faire l'angle entre F et le vecteur AB. Et vous voyez que l'angle, en fait, le vecteur AB, on aurait pu le placer ici, et vous voyez que l'angle, c'est 60 degrés. Donc, ce cosinus de 60 degrés. Alors, le cosinus de 60 degrés, ça vaut 1,5. Et donc, c'est du 250 fois 1,5, du 250 sur 2 fois grand F, c'est-à-dire 125 grand F. On ne peut pas aller au-delà de cette valeur-là, puisqu'on n'a pas la valeur de l'intensité de la force grand F. Mais on a ici l'expression du travail de la force en fonction de l'intensité de la force. Vous m'arrêtez s'il y a des questions, hein. On termine avec la question 4, je vais l'écrire ici. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculez grand F. Donc, ça c'est intéressant parce qu'on est en train de nous dire qu'on va pouvoir calculer cette force-là qui ne nous était pas donnée en utilisant un théorème. C'est pas un théorème de mathématiques, c'est un théorème de physique. Donc, théorème de l'énergie cinétique, je ne sais pas si vous le connaissiez ou pas, mais je comptais bien que vous alliez chercher l'information. Il suffisait
de taper dans n'importe quel moteur de recherche théorème de l'énergie cinétique pour trouver la relation. Alors que raconte le théorème de l'énergie cinétique? En fait, il raconte ceci, il dit si on fait donc la somme de tous les travaux de chacune des forces comme ça dans un système, donc si on écrit que le travail donc de R plus le travail, oups, j'ai mis une flèche au mauvais endroit, donc le travail de la force R plus le travail de la force P plus le travail de la force F va être égal en fait à la différence de l'énergie cinétique entre l'arrivée et le départ. Donc c'est l'énergie cinétique à l'arrivée moins l'énergie cinétique au départ. Voilà. Puisque le travail c'est toujours lié à un déplacement, hein. Donc il y a évidemment il y a toujours un point de départ et un point d'arrivée dans un déplacement. Ben voilà ce que raconte le théorème de l'énergie cinétique. Moi, je connaissais pas ce théorème. J'avais sûrement dû le voir pendant mes études, mais au lycée, mais j'avais complètement oublié. Et donc, voilà, ce théorème-là doit nous permettre de trouver grand F. Alors regardez, à gauche, c'est facile. À gauche, on a les trois expressions. Donc, on a on a 0 pour le travail de grand R. Donc, c'était 0. Le travail du poids, c'était donc moins 60 000, 67 035. Le travail de la force, on l'a calculé, c'est 125 grand F. Et on a besoin évidemment de connaître ce nombre-là. Alors, l'énergie cinétique, bah, vous devez connaître la formule. L'énergie cinétique, ça vaut combien? Qui me donne la formule de l'énergie cinétique? Ça, c'est une formule, même moi, je m'en souvenais. À moins que vous l'ayez pas vu, hein, je sais pas, c'est 1 demi de m v carré. C'est ça la formule de l'énergie cinétique. Vous vous rappelez qu'il y a l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est en gros quand un objet est en mouvement, c'est l'énergie qui est liée à sa vitesse. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a petit v qui est la vitesse de l'objet en mouvement. Et donc, c'est un objet qui est en mouvement a une certaine énergie. Il a une énergie cinétique liée à son mouvement. Et donc, c'est cette formule-là. Et donc, on nous dit que c'est la différence entre l'énergie cinétique de l'arrivée et l'énergie cinétique au départ. Sauf que, si on reprend notre skieur, là, il y a une information qui est donnée. On nous dit qu'il est tracté à vitesse constante v. Autrement dit, la vitesse cinétique à l'arrivée et au départ est exactement la même. Et si la vitesse est la même à l'arrivée et au départ, et donc, puisque la masse ne change pas non plus, et ben en fait, ça prouve que les deux énergies cinétiques sont identiques. Et si les deux énergies cinétiques sont identiques, la différence fait 0. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de calculs ici. Il suffisait de se rappeler de la formule de l'énergie cinétique et de bien voir qu'on était à vitesse constante. Et donc, il n'y avait pas de changement d'énergie cinétique entre l'arrivée et le départ. Bien, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est une petite équation, on va isoler f. Donc, on commence par ajouter 67 035. Donc, ça fait 67 035. Puis, on divise par 125. Et on va trouver que f vaut environ 536 newtons. Voilà donc c'est l'intensité de la force, hein, de la force ici exercée par la perche, hein, donc de traction, hein, et voilà comment on peut la calculer. Ok. Bon, parce que c'est plutôt un exercice qu'on fait en physique, mais qui utilise toujours pareil le produit scalaire, donc une notion mathématique. C'est pour ça que c'est bien de aussi voir des petits exercices d'application du produit scalaire en physique. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions?
Ok. Bon. On va là, en fait, cet exercice-là, donc ça nous termine, ça y est, le chapitre produit scalaire, hein, où on a fait quand même beaucoup de choses. C'était quand même un gros chapitre, ce chapitre produit scalaire, qui nous servira un petit peu en terminale quand même. Mais maintenant, on va passer à l'avant-dernier chapitre, hein. Je vous rappelle qu'il nous reste 2 chapitres. Et donc, l'avant-dernier chapitre, ça s'appelle les nombres complexes. Donc, les nombres complexes, c'est vraiment une toute nouvelle notion. Et il faut savoir que vous êtes les seuls à le faire, avoir les nombres complexes dès l'année de première. Les premières générales, eux, spécialité maths, ne voient les nombres complexes qu'en terminale. Et encore, il va y avoir qu'une petite part des élèves qui vont le voir, puisqu'il faudra que ce soit ceux qui ont choisi l'option maths experte pour voir les nombres complexes. Alors que vous, vous allez les utiliser dès l'année de première. Et c'est vraiment un outil qui est très 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 important pour les sciences. Donc, on va passer au chapitre nombres complexes, et donc il faut absolument que vous ayez imprimé le cours que je vous ai envoyé hier, puisqu'on va commencer à le compléter. C'est Léo qui bug, c'est ça? Je crois. Et d'ailleurs qui est parti. Bon. Alors, on y va, on passe donc au chapitre nombres complexes. Donc, on va pas rentrer fortement dans le détail, mais plusieurs choses. Donc, je vous lis la petite introduction historique, sachant que je vous demanderai pour le prochain cours, alors on se reverra, vu que c'est férié jeudi, hein, on se revoit que la semaine prochaine, hein, c'est-à-dire mardi de la semaine prochaine. Aujourd'hui, cette semaine, on ne fait qu'un cours. Donc, je vous demanderai pour la semaine prochaine de regarder cette petite vidéo, c'est-à-dire que là, dans votre fichier, c'est un lien là, et qui vous envoie sur une petite vidéo YouTube qui vous explique aussi la construction des ensembles de nombres. Pourquoi ces nombres, et donc c'est important de le voir pour comprendre aussi pourquoi on a construit les nombres complexes, pourquoi on a inventé les nombres complexes, pourquoi finalement ça ne fait que compléter les ensembles de nombres que l'on connaît déjà. Alors, je vous lis la petite introduction. Donc on vous dit c'est au XVIe siècle un mathématicien italien, donc il s'appelle Cardano, hein, en français c'est Cardan, et donc les cardans c'est un mot qu'on utilise en mécanique aussi, hein, en mécanique de voiture. Donc Girolamo Cardano, donc vous voyez on est au XVIe siècle, et lui il envisagea pour la première fois, petite faute de frappe, la possibilité de nombres ayant un carré négatif. Autrement dit, pour nous, quand on voit par exemple x au carré, vous savez très bien, quand on voit x au carré égale moins 3, on sait que pour nous, cette équation, jusqu'à présent, elle n'a pas de solution. On ne peut pas trouver un nombre dont le carré est égal à moins 3, c'est-à-dire un nombre dont le carré est négatif. C'est pas possible parce qu'on sait que tous les nombres au carré sont toujours positifs. Donc, on racontait que cette équation n'avait pas de solution. Mais, en fait, au XVIe siècle, en particulier pour résoudre certaines équations du 3e degré, on va avoir besoin quand même de les utiliser. Enfin, d'utiliser quoi? C'est-à-dire d'utiliser des nombres dont les carrés sont négatifs. Et donc, ce Cardano, il va même utiliser racine carrée de moins 15, qui est une notation qui est absolument pas acceptable. Vous savez que sous une racine carrée, il doit y avoir un nombre qui n'est que positif. 1572, donc Bombelli, qui est un autre mathématicien italien, lui, il découvre que ces nombres peuvent être donc utiles dans la résolution de certaines équations du 3e degré. Ces nombres qu'on n'a pas le droit d'utiliser, c'est pour ça qu'il appelle ça des nombres imaginaires au départ, en fait, ils vont quand même servir. Ça veut dire qu'ils vont nous permettre de trouver des solutions qu'on pourra vérifier sur des équations du 3e degré. Alors, c'est des équations qui ressemblent à ça. X au cube plus 2x plus moins 5 égale 0. Ça, c'est une équation du 3e degré. Et ben, les nombres complexes, en fait, grâce aux nombres complexes, grâce à ces nombres imaginaires, c'est-à-dire ces racines carrées de nombres négatifs, en fait, on peut trouver certaines solutions de cette équation
alors qu'on avait utilisé des objets qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Voilà. Donc historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en 1777, c'est-à-dire 2 siècles plus tard, donc il y a un grand mathématicien qui est très connu, qui a énormément apporté aux mathématiques, qui s'appelle Euler, Léonard Euler, qui lui, il va développer toute la théorie des nombres complexes, et il va, en fait, c'est lui qui va finalement se dire, bon, ces nombres-là, c'est pas des vrais nombres, mais je vais quand même regarder quelles sont leurs propriétés, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc, au début, on vous dit, il les qualifie de nombres impossibles ou de nombres imaginaires. Et pour quand même éviter la problématique d'utiliser des racines carrées de nombres négatifs qui posent vraiment problème pour les racines carrées, il va en fait enlever cette notation racine carrée de moins 1, qu'on n'a pas le droit d'utiliser, et il va remplacer ce racine carrée de moins 1 par une lettre, la lettre I, I comme imaginaire. Bon. Donc, en gros, si on comprend bien, je vous le fais très court, hein, le résumé, en gros, les nombres complexes vont se baser sur des nouveaux nombres qu'on appelle des nombres imaginaires qui ont la particularité d'avoir des carrés négatifs. Et le nombre qui va être la base de tous les nombres complexes s'appelle I, et en fait, I, ça remplace racine carrée de moins 1 qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et donc, si vous voulez, pour le définir, on va plutôt définir I, c'est un nombre dont le carré est égal à moins 1. Et on sait qu'il n'existe pas de nombre réel qui vérifie ça. C'est pour ça que ce fameux petit i, ce n'est pas un nombre réel, c'est ce qu'on va appeler un nombre imaginaire. Alors, je vous en dis pas plus, je vous demande quand même de regarder la petite vidéo, je vous le marquerai dans le travail à faire, la vidéo 1. Les autres, c'est plus pour vous aider à vous donner des méthodes si besoin. Mais la première vidéo, celle-ci peut être intéressante pour comprendre pourquoi ces nouveaux nombres ont été utiles. D'accord ? Alors, allons-y pour le grand 1. Donc, construction de l'ensemble des nombres complexes. Hein, j'ai parlé de nombres imaginaires, mais les nombres complexes, on va voir que c'est une définition particulière. Alors, voilà, on appelle l'ensemble des nombres complexes. Alors, l'ensemble des nombres complexes, on va le noter grand C. Vous savez que l'ensemble des nombres réels, on le note grand R avec une double barre. Ben, l'ensemble des nombres complexes, c'est logique, on va le noter grand C avec une double barre. Et donc cet ensemble, c'est l'ensemble des nombres Z de la forme Z égale A plus I fois B, où A et B sont des nombres réels. Ici, ça veut dire que, par exemple, tout de suite, je vous mets un petit exemple ici, voilà un nombre complexe. 3 plus 4i, on l'écrit plutôt 4 fois i que i fois 4, z égale 3 plus 4i, ça c'est un nombre complexe. Pourquoi? Parce que c'est une somme d'un nombre réel, celui-là il appartient à R, et d'un nombre réel fois petit i, sachant que ce petit i c'est pas n'importe qui. Petit i, on le définit comme étant un nombre dont le carré est égal à moins 1. Et vous ne pourrez pas l'écrire autrement, i. C'est la notation donc Euler a posée il y a encore plusieurs siècles et qui reste encore, c'est-à-dire i maintenant en mathématiques, ce sera le nombre dont le carré est égal à moins 1. Mais ce petit i n'est pas un nombre réel, puisqu'il n'existe pas de nombre réel dont le carré est égal à moins 1. Voilà. Alors, on appelle ça des nombres complexes, mais on pourrait les appeler des nombres composés, si vous voulez. Ils sont complexes dans le sens où ils sont en deux parties. Vous avez vu, il faut que ce soit une somme de deux termes. Un des termes est un réel, et l'autre terme, c'est un réel multiplié par ce fameux i. C'est ça un nombre complexe. C'est comme ça qu'on écrira les nombres complexes. Il faut absolument vous dire que tout ce qu'on va faire là, tous ces nombres complexes, vont devenir un des outils principaux des mathématiques en sciences. C'est-à-dire que toutes les branches des matières scientifiques, en fait, utilisent les nombres complexes qui sont beaucoup plus puissants que les nombres réels, qui, en fait, finalement, vont permettre de simplifier énormément de choses.
Donc on va le voir au fur et à mesure de ce chapitre. Bien. Alors, le nombre petit a porte un nom. Donc le petit a, c'est finalement ce nombre réel qui est tout seul là dans cette somme. On appelle ça la partie réelle de z. Donc c'est la partie réelle de z. Donc vous le notez, partie réelle de z. Et donc il y a une notation, on le note, cette partie réelle, elle se note grand R petit e pour réel, entre parenthèses, z, partie réelle de z. Donc évidemment, là, on va définir des nouveaux nombres, on va voir quelles sont leurs propriétés, on va voir il y a énormément de vocabulaire à apprendre en liaison avec ces nombres complexes. Hein. C'est vraiment, là, on ouvre tout un champ des mathématiques qui s'occupe de ces nombres complexes. Donc, vous allez apprendre un peu tout ce vocabulaire. Le nombre petit b. Alors, le nombre petit b, regardez, petit b, c'est un nombre réel. Alors, c'est indiqué ici. Hein, ça veut dire que AB, c'est que A est un réel et B est un réel ici. Donc petit b, c'est un nombre réel, c'est celui qui est multiplié par i. C'est par exemple le nombre 4 ici. Et ce nombre 4, ça s'appelle la partie imaginaire. Ça, c'est du vocabulaire. La partie imaginaire de z. Alors cette partie imaginaire, on la note im, un i majuscule et un petit m, im de z, pour dire la partie imaginaire de z. Donc, attention, l'erreur classique, c'est de penser que c'est 4i la partie imaginaire. 4i n'est pas la partie imaginaire, c'est 4 la partie imaginaire. Bien, et ensuite, on a une dernière définition, c'est l'écriture z égale a plus ib, ou a plus bi. Hein, on peut utiliser les deux. Vous voyez que quand on connaît quand on a remplacé b par un nombre, on le met plutôt en coefficient. Donc, z égale a plus ib, on appelle ça la forme algébrique de z. Alors, pourquoi est-ce qu'on lui a donné un nom à cette écriture? Ben, en fait, c'est parce que vous allez voir entre cette année et l'année prochaine que les nombres complexes ont plusieurs formes. Et donc, celle qu'on appelle la forme algébrique, c'est celle de la définition, c'est z égale a plus ib. Donc, on appelle ça la forme algébrique de z. Voilà. Donc, je vais... Hop. Donc, petit a, c'est la partie réelle, petit b, c'est la partie imaginaire, et l'ensemble s'appelle la forme algébrique de z. Je prends un petit exemple. Si je prends z égale moins 3 moins 2i, et bien ici, vous avez petit a, enfin, je ne vais pas l'écrire petit a d'ailleurs, je vais l'écrire partie réelle de z. La partie réelle de z, c'est égal à moins 3. La partie imaginaire de z, c'est égal à moins 2. Ce sont des réels. Ça, c'est un réel. Ça, c'est un réel. Que ce soit la partie réelle ou la partie imaginaire, c'est bien des nombres réels. D'accord? Et ici, vous avez un fois. C'est moins 2 fois i qui est écrit. Les histoires de signes ici, hein, si vous vous rappelez que dans la forme algébrique, c'est une somme. En fait, ça c'est moins 3 plus moins 2 fois i. Ok, Noah. Noah a aussi un bug. Décidément, ça marche pas très bien aujourd'hui, Discord, pour beaucoup. Il est temps que ça s'arrête, qu'on reprenne peut-être des choses un peu normales. Bon. Alors, continuons. Donc, je reprends. Ici, donc, on a... voilà, on a ici notre... Léo non plus n'entend plus. Et les autres, vous entendez bien, là? Gabriel, Maxime, tout ça, ça va? Johan?
Ouais, bon, ben, je sais pas. C'est pénible parce que... Non, non, mais il y en a beaucoup qui n'entendent pas, en fait, là, dans le chat, qui ont des... Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a trop de monde sur la bande passante. Aucune idée. Eh oui, connexion en cours. Bon, le mieux quand même hein, pour vous, si vraiment ça c'est pas satisfaisant, vous coupez et puis vous regarderez la vidéo ensuite, hein, parce que je préfère que je préfère que vous regardiez pas maintenant et que vous puissiez le voir en entier plutôt que de regarder bugger et puis après de plus avoir le courage de voir le cours. D'accord? Bien, continuons. De toute façon, on va pas en faire énormément aujourd'hui, mais quand même. Alors, on a ici maintenant une propriété très importante. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Ça veut dire que pour un nombre complexe, sa partie imaginaire et sa partie réelle, sa partie imaginaire sont uniques. Ça va être important parce que ça va nous permettre de résoudre des équations avec des nombres complexes. Donc, cas particulier, un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Ça veut dire que si vous aviez une égalité comme ça, a plus ib égale 0, ben ça c'est équivalent à a égale 0 et b égale 0. Le seul nombre complexe qui vaut 0, c'est quand la partie réelle et la partie imaginaire sont nulles. Donc on note a égale 0 et b égale 0. Alors maintenant, il y a des cas particuliers de nombres complexes. Léo, je préfère que tu que tu coupes. Ok. Je préfère que tu coupes sinon Léo et puis tu regarderas la vidéo hein, pour être c'est peut-être mieux pour toi. Je la posterai juste après. Donc si b égale 0, donc ça c'est les cas particuliers donc de nombres complexes. B, rappelez-vous, c'est la partie imaginaire. Donc si b est égal à 0, ben, évidemment, je vous rappelle que z égale a plus ib. Donc si b égale 0, il reste seulement petit a. Et donc z, puisque petit a est un réel, ça veut dire que z est un réel. Et donc ça veut dire que parmi les nombres complexes, eh ben, les nombres réels en font partie. Donc tout nombre réel appartient à l'ensemble des complexes. Ça veut dire que l'ensemble des réels, ce n'est qu'une partie des nombres complexes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais ça veut dire que si cette bulle-là, elle représente tous les nombres réels, eh ben les nombres de complexes, ils vont contenir les nombres réels, puisque les nombres réels sont un cas particulier des nombres complexes. C'est quand la partie imaginaire b est égale à 0. Donc finalement, je vous rappelle que les nombres réels, c'était l'ensemble le plus grand que vous connaissiez. Hein. Vous connaissiez les entiers naturels, les entiers relatifs, les décimaux, les rationnels, tout ça, ça faisait partie des réels. Et bien maintenant, les réels, ils sont juste là. Et maintenant, on va avoir beaucoup plus de nombres, puisque ce nouvel ensemble qu'on appelle les complexes contiennent les réels, et puis évidemment, il y a plein d'autres nombres qui ne sont pas réels et qui sont à l'extérieur. Alors quand vous regarderez la vidéo, là, la petite vidéo qui explique un petit peu cette construction des nombres complexes, vous verrez qu'il vous explique un petit peu comment on a augmenté l'ensemble des nombres connus au fur et à mesure de l'histoire. Maintenant, deuxième cas particulier, si petit a est égal à 0. Alors si petit a est égal à 0, si c'est la partie réelle qui est égale à 0, ben, ça veut dire que z, c'est ib, i fois b. Ah ben donc, là c'est un nombre complexe particulier, c'est pas un nombre réel puisqu'il y a petit i qui fait partie, mais il a un nom particulier, on appelle ça un imaginaire pur. On dit que z est un imaginaire pur. Donc c'est le nom que l'on donne au nombre complexe dont la partie réelle est égale à 0. Donc voilà, il y a pas mal de vocabulaire, de nouveaux vocabulaires à apprendre. Hein. Partie réelle, partie imaginaire, forme algébrique, imaginaire pur. Hein, tous ces mots de vocabulaire sont des nouveaux mots pour vous.
Donc il nous reste maintenant à qu'est-ce qu'on fait quand on a des nombres, des nouveaux nombres, quand on a défini des nouveaux nombres en mathématiques, eh ben, on regarde quelles sont leurs propriétés, ou en tout cas, quelles opérations peut-on faire entre ces nombres pour créer des nouveaux nombres. Quand j'ai deux nombres complexes, est-ce que je vais pouvoir les additionner, est-ce que je vais pouvoir les multiplier, les diviser, les soustraire, etc. Donc petit 2, somme, différence et produit avec des nombres complexes. On va s'occuper d'abord de ces trois premiers-là, somme, différence, produit. On verra le quotient après, qui est un peu particulier. Règles de calcul, et ça c'est la bonne nouvelle, on utilise les mêmes règles de calcul que dans R en tenant compte du fait que i carré est égal à moins 1. Autrement dit, en fait, les opérations addition, soustraction, produit sur les nombres complexes, en fait, vont être les mêmes que ceux qu'on utilise avec les nombres réels. Autrement dit, on va pouvoir, la multiplication est toujours distributive sur l'addition, il y a toujours les problèmes de commutativité, d'associativité, toutes ces propriétés, en gros toutes les règles de calcul que vous avez apprises à faire avec les nombres réels, vous pourrez aussi les faire avec les nombres complexes. Oui. IB, I fois B, j'avais marqué. En fait, je te le remets, ici, là, c'est Z égale A plus IB. Donc, si petit a vaut 0, ben, il reste seulement I fois B. Donc, IB, on écrit IB, ou BI, comme tu veux. Bien. Donc, et c'est ces nombres complexes-là qui sont en fait des coefficients, enfin, coefficient, un nombre multiplié par I, qui sont des imaginaires purs. Je vous donne vite un petit exemple. Si on vous dit Z égale 3I, ben ça, c'est un imaginaire pur, puisqu'il n'a c'est seulement un coefficient réel fois I. Z égale 2,4i, c'est un moins 2,4i, c'est un imaginaire pur. D'accord? C'est ça les imaginaires purs. Bien. Donc maintenant, bah, la dernière chose, donc là vous deviez découper, en fait, vous devez découper si vous n'êtes pas en bas, vous devez être en bas de feuille de toute façon. Donc moi j'ai rajouté une page ici et on va regarder ces petits exemples et on s'arrêtera là. Des petits exemples de calcul entre nombres complexes. Alors, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas 10 000 propriétés à apprendre, puisque on va se servir des calculs que l'on connaît déjà. Donc par exemple, je dois calculer z plus z', où z c'est 2 plus 3i, et z' c'est égal à i moins 5. Alors i moins 2 plus 3i, on reconnaît bien la forme algébrique, hein, a plus b fois i, mais ici il est écrit un tout petit peu dans l'autre sens, alors c'est pas très grave, hein. I moins 5, c'est la même chose que moins 5 plus i, ou moins 5 plus 1 fois i. Hein. Donc, si on vous demandait quelle est la partie réelle de z', ici, c'est la partie réelle, c'est moins 5. Et la partie imaginaire, Maxime, c'est quoi la partie imaginaire de z'? Dans mon cas, là, z' égale i moins 5. Quelle est la partie imaginaire de z'? Allô, Maxime? Alors, quelle est la partie imaginaire de z'? Quand on écrit que z' c'est i moins 5? La partie imaginaire, tu te rappelles, c'est dans l'écriture d'un nombre, c'est petit b. C'est lui la partie imaginaire, c'est-à-dire c'est le coefficient de i. C'est ce qu'on appelle, on a dit que petit b s'appelle la partie imaginaire de z. D'accord? Et donc, il te suffit de lire quel est le coefficient de i pour connaître ta partie imaginaire. Et non, le coefficient, c'est un coefficient multiplicatif. En fait, ici, i, c'est comme comme il n'y a pas de coefficient qui apparaît, bah, c'est comme s'il était multiplié par 1. C'est 1 fois i, d'accord? Et donc sa partie imaginaire, en fait, c'est 1. Et moins 5, c'est sa partie réelle. C'est la partie réelle de z' moins 5. Donc,
Voilà. L'erreur classique, c'est souvent de penser que c'est i la partie imaginaire. Et non, c'est le coefficient de i. Mais si vous n'en voyez pas de coefficient, ben c'est que c'est comme un coefficient 1, si vous voulez. Bon. Revenons à nos calculs. Ici, on vous demande de calculer z plus z'. Donc z, c'est un nombre complexe. Z', c'est un nombre complexe aussi. Et on doit faire donc la somme de ces deux nombres complexes. Mais on ne va pas apprendre de nouvelles formules, puisqu'on vous dit finalement, ben, on va pouvoir utiliser tout ce qu'on sait faire de l'addition, de la multiplication des nombres. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire finalement cette addition entre des deux complexes, ben, elle a les mêmes propriétés que l'addition, que cette addition-là, ici. Autrement dit, par exemple, je peux enlever les petites parenthèses sans que ça change grand-chose, donc je peux écrire 2 plus 3i plus i moins 5. Première étape. Deuxième étape, eh ben, l'objectif, c'est d'écrire vos résultats, mais attention, sous forme algébrique. Donc, moi, je veux que mon résultat, ce soit pas pour moi, c'est pas un nombre complexe. Un nombre complexe, ça doit ressembler à a plus b fois i. Autrement dit, ça doit ressembler à 1 réel plus 1 réel fois i. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment réduire. 2 plus moins 5, c'est égal à moins 3. Et puis 3i plus i, en réduisant, ça fait 4i. Et ça y est, ça, vous pouvez pas réduire plus, hein, surtout pas faire moins 3 plus 4. Hein. Ça, c'est bien une forme algébrique d'un nombre complexe. De quel nombre complexe parle-t-on? De z plus z'. La somme de ces deux complexes z et z', ça donne ce nombre complexe, moins 3 plus 4i. Moins 3, c'est la partie réelle de z plus z'. Et 4, c'est la partie imaginaire de z plus z'. Et vous vous rappelez qu'un nombre complexe n'a qu'une seule partie réelle et une partie imaginaire. C'est unique. Bien, on continue. C'est des petites choses comme ça que vous aurez à faire pour la semaine prochaine, hein, des petits calculs comme ça. Donc c'est important de comprendre ce que je fais ici. Vous devez calculer maintenant 2 fois z plus 3 fois z'. Donc on remplace, ça fait 2 facteur de 2 plus 3i, plus 3 fois facteur de i moins 5. Mais c'est parfait, puisqu'on a dit que les règles étaient les mêmes que ce qu'on sait faire si on n'avait pas de nombre complexe. En fait, il suffit de faire de la distributivité. La multiplication va être encore distributive sur cette addition. Donc là, vous allez distribuer. Allons-y. 2 fois 2, 4, plus 2 fois 3i, 6i, plus 3 fois i, 3i, plus 3 fois moins 5, moins 15. Et maintenant, on peut réduire pour pouvoir l'écrire sous forme algébrique. 4 plus moins 15, moins 11. 6i plus 3i. C'est un peu comme si on devait réduire avec des x. Hein. Là, on va compter les i ensemble. Donc 6i plus 3i, ça fait 9i. Et ça, c'est encore l'écriture d'un nombre complexe, moins 11 plus 9i. Ça va? Calcul suivant, je vais le faire ici. Donc, on doit calculer z moins z'. Donc, z moins z', c'est 2 plus 3i, n'oubliez pas les parenthèses au départ, moins i moins 5. Hein, c'est la soustraction de ces deux nombres complexes. Voilà, en fait, il faut enlever les parenthèses, tout réduire, et ce sera pas plus dur que ça. C'est toi qui nous le fais, Johan, celui-là? Tu me dictes? Tu enlèves les parenthèses. Eh ben non. Ce moins-là, Johan, il veut dire on prend l'opposé de chacun des termes. Donc l'opposé de i moins i, l'opposé de moins 5 plus 5. Voilà, faut pas oublier cette règle-là.
Ok, ensuite, la... ouais, on fait plutôt la partie réelle en premier quand on peut. 2 plus 5, hein. Ça fait 7. 3i moins i, ça fait 2i, plus 2i. Et là, c'est terminé. Là, tu as un nombre complexe avec sa partie réelle qui vaut 7, sa partie imaginaire qui vaut 2. D'accord? Donc, t'as soustrait 2 complexes et t'as obtenu un nombre complexe qui est le résultat de la différence. Donc, pour l'instant, on n'a eu rien utilisé vraiment qui était spécifique au nombre complexe. C'est un peu comme si vous aviez un petit x à la place du i, hein. Vous voyez? Donc on va voir un peu dans d'autres exemples quand est-ce que vraiment le fait que ce soit des nombres complexes, ça apporte quelque chose. Et c'est en particulier l'exemple suivant. Alors l'exemple suivant, c'est Gabriel qui va nous le faire. Alors, on a deux Gabriel. Alors, Gabriel M ou Gabriel R? Le premier qui veut essayer. Comment ça, t'as pas tout compris? Là, pour l'instant, c'est seulement faire des calculs de complexes. Donc, ici, on a à multiplier ces deux complexes-là. Plutôt le M, d'accord. Donc là, il suffit seulement, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver le complexe qui va être le résultat de ce produit-là? Oui, entendu Noah. On va évidemment utiliser ce qu'on aurait fait si on n'avait que des nombres réels, mais avec une petite lettre. On va faire seulement de la double distributivité classique. Hein, on va distribuer comme ça. Allez, on t'écoute, Gabriel. Moins 10. C'est moi, c'est moi. Vas-y, vas-y. Non, alors, 2 fois i, 2i. 2 fois moins 5, moins 10, ensuite. Oui, très bien. Donc ça, c'est ta forme développée. On fait de la double distributivité. Mais là, il y a une particularité. Quelle est la particularité? Le fait d'avoir des nombres complexes, c'est lui le qui est particulier. I au carré, on connaît sa valeur de I au carré. Rappelez-vous que c'est ça le plus important. I carré égale moins 1. C'est pour ça qu'on a des nombres qui ne sont pas des nombres réels. Normalement, un carré ne peut pas être égal à moins 1 puisqu'un carré est positif. Or ici, on a posé qu'il existait un nombre i dont le carré est égal à moins 1. Et on a construit les nombres complexes à partir de ce fameux i. Et donc, on va évidemment utiliser i carré égale moins 1. Donc, je te laisse continuer. Oui, bah alors, je vais quand même faire l'étape. Je vais remplacer x carré par moins 1. Et donc, pas est égal, mais bon, voilà. Et moi, comme je vais écrire la partie réelle en premier, je vais marquer moins 13 et je vais mettre le moins 13i en second pour que ça. Voilà. Même c'est pas une histoire d'apparence, c'est que en fait, tu vois, quand on a posé la définition d'un nombre complexe, on a dit que c'était a plus b fois i ou a plus i fois b. Autrement dit, on a tendance à écrire dans la forme algébrique plutôt la partie réelle en premier. Mais c'est pas une obligation. Donc, si vous m'écrivez moins 13i moins 13, c'est tout à fait juste. Mais il faudra avoir conscience de savoir identifier la partie réelle et la partie imaginaire. Même si pour le coup, ici, elles sont égales, hein. La partie réelle vaut moins 13, la partie imaginaire vaut moins 13 dans ce résultat. Donc, c'est bien. Donc, on reprend
finalement là, pour multiplier deux complexes, bah, on fait la double distributivité classique. La seule particularité, c'est que quand vous rencontrez i carré dans votre forme développée, vous le remplacez par -1, et donc ça fait disparaître votre i sur un des termes, qui va donc se compter avec la partie réelle, dans la partie réelle. Voilà, c'est un peu la particularité. Z carré maintenant, si on doit calculer z au carré. Alors z au carré, bah, c'est 2 plus 3i au carré. Alors là, on a deux possibilités. Soit on écrit 2 plus 3i fois 2 plus 3i et on refait de la double distributivité. Soit on se dit, bah ça, il y a sûrement eu, enfin, c'est une identité remarquable. C'est du a plus b au carré. Et puisque les règles, elles sont les mêmes qu'on ait des nombres complexes ou pas, eh ben, mon identité remarquable doit encore être valable. Et donc, on peut écrire a carré plus 2ab plus b carré. Mais on va l'appliquer ici à ça. Alors, Anne Félicité, c'est à toi. Toi, t'es super forte sur l'identité remarquable, donc je t'écoute. Anne Félicité, tu es avec nous? Bon, on l'a perdu. Ah non, on l'a pas perdu. Tu peux couper ton micro si tu as un micro, enfin remettre ton micro plutôt pour pouvoir le dire à voix haute, ce sera plus simple. Ah mince, t'entends pas tous les mots. Décidément, il y a un vrai problème de bande passante aujourd'hui. Bon, alors, qui entend à part ceux que j'ai déjà entendus là? Il y a plus grand monde. Noan, tu nous entends bien? Tu veux essayer? Bon, Gabriel est en train d'écrire, j'attends de voir si c'est une proposition de solution. Sinon, je vais le donner. Donc, en gros, c'est du a plus b au carré. Hein. D'accord, Gabriel, ça marche. Bon, donc ici, ben, on va développer donc cette somme. Donc, a au carré, ça fait 2 au carré, plus 2ab, donc plus 2 fois 2 fois 3i, plus 3i au carré. Donc, 2 au carré, c'est égal à 4. 2 fois 2 fois 3i, ça donne 4 fois 3, 12i. 3i au carré, c'est 3 au carré, c'est égal à 9 fois i au carré. Et i au carré, vous savez que lui, c'est égal à moins 1. Donc ça fait 4 plus 12i plus 9 fois moins 1. Hein, i carré égale moins 1. C'est ça qui est important. À chaque fois, il faut y penser. Et donc, ça nous fait du 4 moins 9, c'est-à-dire moins 5 plus 12i. Voilà donc la valeur de z carré. Il nous en reste qu'un seul, c'est z' au carré. Donc z' au carré, je vais le faire ici. Z' au carré, c'était i moins 5 au carré. Donc j'utilise la deuxième identité remarquable, c'est donc i au carré, moins 2 fois i fois 5, plus 5 au carré. I au carré, c'est égal à moins 1. 2 fois i fois 5, moins 2 fois i fois 5, ça fait moins 10i. Plus 5 au carré, ça fait 25. J'ai plus qu'à réduire. Moins 1 plus 25, c'est égal à 24. Et donc, ça fait 24 moins 10i. Z' carré, c'est donc égal à 24 moins 10i. Bon, voilà pour ces petits calculs.
ces premiers calculs où on additionne, on multiplie, on soustrait des nombres complexes et on s'aperçoit qu'en fait, c'est les mêmes règles de calcul qu'on utilisait déjà sur les nombres réels. La seule particularité, c'est que i carré étant égal à moins 1, eh ben, on va pouvoir, dès qu'on rencontre i carré, le remplacer par moins 1 pour pouvoir ici un peu simplifier nos calculs. Bon, on en est au tout départ de ce chapitre et donc de la compréhension de ce que sont ces nombres complexes qui ont, il faut que vous compreniez bien, qui sont en deux parties. C'est vrai que c'est ça qui est un peu nouveau et qui est un petit peu dérangeant pour les élèves, c'est que pour nous, un nombre s'écrit souvent en une seule partie. On écrivait, voilà, même moins 8, même s'il y avait un signe, il y avait qu'un seul symbole. Et alors que là, un nombre complexe, c'est toujours un nombre réel plus un nombre réel fois i. Voilà la forme générale d'un nombre complexe. C'est un nombre composé. Il y a une somme et il y a un produit à l'intérieur de l'écriture du nombre. En tout cas, de sa forme algébrique. Bien. Alors, on va écrire le travail à faire pour... donc, on se revoit que mardi prochain. D'accord? Donc, c'est des petits exercices du début. Donc, voilà, c'est important de vous y entraîner. Donc, on se revoit mardi. Alors, puisqu'on est le 19, on sera mardi 26 mai. Peut-être qu'à ce moment-là, on en saura un petit peu plus sur la reprise ou non. Et en tout cas, mardi 26 mai, vous avez 4 exercices à faire. Pardon, je suis pas dans la bonne colonne. Alors, ouais, je sais. Vous devez le renvoyer pour quand, ça? C'était pas déjà à renvoyer un peu? Bon, je sais pas. En tout cas, il reste le problème pour beaucoup d'entre vous de l'internat et du peu de places qu'il y aura à l'internat, puisqu'il n'y a que 60 places au lieu d'en avoir le quadruple, quoi. Donc, ça va pas être simple malgré tout. Bien. Donc, on en reparlera dès qu'on aura des informations un petit peu plus précises. Alors, les deux premiers exercices sont... Et il y a le fameux bac de français, dont on n'a toujours pas l'information de l'organisation. Donc, en fait, eh ben, sur l'oral, moi, j'ai pas eu d'information que l'oral n'était pas maintenu. Vous en avez eu, vous? Oui, mais ils avaient dit fin mai. Alors, fin mai, c'est quand? C'est 25, 26, 27? Je sais. Je sais, mais c'est pour ça peut-être que ils vont nous donner en fait l'organisation du retour. Peut-être qu'ils vont nous dire ne reviennent que les élèves qui doivent passer des épreuves, en particulier les premières, pour pouvoir faire des entraînements, et donc laisser de la place, et donc que les autres leur laissent la place, ou ne reviennent que les lycées pro. Dans ce cas-là, ben, vous serez pas prioritaire. J'en ai aucune idée. Donc il faut qu'on attende la semaine prochaine et des nouveaux mails du lycée pour vraiment savoir qui va rentrer, dans quelles conditions, et qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui rentrent pas. Enfin bon, bref, j'aurais bien aimé vous donner plus d'indications, mais j'en ai pas plus pour l'instant. Ok? Donc attendez, c'est pas tout. Ça c'était les deux premiers, mais j'ai perdu mon papier. Alors, où est-ce que je l'avais noté tout ça? Alors, ce qu'on va faire, c'est que, hop, vous regardez le mail que je vous envoie juste après, comme ça vous verrez le travail à faire, et au lieu de vous dire qu'il y a que ces deux exercices, et vous verrez aussi la liste des élèves qui doivent me renvoyer un exercice. D'accord? On efface là parce que il y a d'autres exercices qui manquent. Je les ai notés, mais je ne sais plus où je les ai notés, donc je préfère vous les donner tous en même temps.